lors de la cérémonie de remise de diplôme de ma sœur, ma mère s'est moquée de moi pour avoir abandonné mes études, jusqu'à ce qu'un homme en costume s'approche en demandant où était le docteur Sébastien, et que son sourire s'efface de son visage. J'avais 25 ans quand j'ai décidé avec une clarté absolue que ma famille ne valait plus l'épuisement émotionnel qu'elle me causait. Je m'en souviens avec précision. J'étais dans ma chambre d'étudiant sur le plateau de Saclay, entouré de canettes de Red Bull vides et de 3 tableaux blancs remplis de schémas pour une architecture de code. L'horloge sur mon bureau indiquait 23h43 et cela faisait 16 heures que je programmais sans interruption. Mes yeux me brûlaient à force de fixer l'écran, mais enfin, le modèle de réseau neuronal commençait à reconnaître les motifs que je lui enseignais. C'est alors qu'un appel est arrivé d'un numéro que j'ai reconnu instantanément. Mes parents avaient appris que je songeais à quitter l'école polytechnique grâce à une tante qui travaillait au secrétariat de l'école, ce genre de coïncidence malheureuse qui n'arrive que lorsque vous en avez le moins besoin. Je ne leur avais encore rien dit car je savais parfaitement comment ils allaient réagir et je n'avais aucune envie de supporter une autre de leurs tirades. Mon père a lâché, sans même dire bonjour, pourquoi je ne pouvais pas être plus comme ma sœur et ce que c'était que cette histoire d'abandonner mes études. En fond sonore, j'ai entendu ma mère pousser un de ces soupirs théâtraux caractéristiques. J'ai répondu que je n'abandonnais pas, mais que j'avais trouvé une meilleure opportunité. Je me déconnectais déjà mentalement de la conversation tout en observant la progression de la simulation sur mon deuxième moniteur. L'algorithme était à 78% et ça m'importait. Contrairement au discours de culpabilisation que j'étais sur le point d'entendre, mon projet consistait à entraîner un réseau neuronal pour prédire les fluctuations du marché boursier à partir de l'analyse des sentiments sur les réseaux sociaux, quelque chose qui, à la différence de leurs préoccupations, avait un impact réel. Ma mère a répété le terme meilleure opportunité avec ce ton mielleux et fin qu'elle avait perfectionné au fil des ans, ajoutant que, mon fils, il n'y avait pas de meilleure opportunité qu'un diplôme de polytechnique. Qu'est-ce qui pourrait bien être plus important que ça? J'ai expliqué que j'avais été recruté pour travailler sur un projet de recherche en réseaux neuronaux avec le docteur Beaumont, quelque chose qui allait bien au-delà de ce que je verrais dans le programme d'études au cours des 2 prochaines années. Le silence à l'autre bout du fil était éloquent. Ils n'avaient aucune idée de ce dont je parlais. Ils ne s'étaient jamais donné la peine de vraiment comprendre ce à quoi je me consacrais. Pour eux, tout ce qui impliquait des ordinateurs était une seule et même chose, du redémarrage de la box Internet à la conception de systèmes de défense militaire. J'aurais pu leur dire que je créais une IA pour stopper le changement climatique ou que j'optimisais la vitesse de téléchargement de fichiers volumineux, la réaction aurait été la même, un regard vide d'incompréhension. Mon père a dit d'un ton exaspéré que j'allais donc laisser tomber mes études pour jouer avec des ordinateurs. Pour l'amour du ciel, mon fils, ta sœur n'abandonnerait jamais comme ça. Ma mère n'a pas tardé à conclure avec sa phrase préférée, elle ne déçoit jamais. La prévisibilité de leurs commentaires avait un soupçon de réconfort. Au moins, ça ne changeait pas. Mais pour moi, ce fut le dernier clou dans un cercueil qu'ils construisaient depuis 18 ans. J'ai dit d'une voix froide que Delphine était tombée enceinte en seconde et qu'ils avaient caché ça comme si de rien n'était. Mais bien sûr, pour eux, elle restait l'exemple à suivre. Mon père a commencé à me demander comment j'osais, avec ce ton grave qui, enfant, me glaçait le sang. J'ai raccroché et bloqué leurs 2 numéros. Je me suis reconcentré sur la simulation. L'algorithme en était déjà à 82%. Un progrès réel, contrairement à mes liens familiaux. 3 heures plus tard, l'écran de mon téléphone s'est allumé avec le visage de Delphine. Génial. Ils avaient envoyé la fille prodige pour faire du contrôle de dégâts. Elle a craché ce que c'était que cette histoire. Maman pleurait et papa devenait fou. Tu ne peux pas lâcher ça et disparaître. Je lui ai dit de me regarder faire, puis je l'ai bloqué aussi. Ensuite, j'ai retiré la batterie du téléphone. C'était peut-être dramatique, mais ça a fonctionné. Je me suis retourné vers le code. La lumière bleue de l'écran était la seule chose qui éclairait la pièce tandis que je continuais à travailler sur quelque chose qui comptait. Nous avons grandi dans l'une de ces maisons clonées des banlieues pavillonnaires des Yvelines, même crépi, faux volets et un garage double qui semblait exposer les décisions médiocres de mes parents. Lui vendait des assurances à des gens qui n'en avaient pas besoin. Elle était professeure des écoles et rentrait chaque jour avec sa voix de salle de classe. Et Delphine a été la favorite dès le premier jour. Sur toutes les photos de famille sur le buffet, elle apparaissait au centre avec un trophée ou une médaille, tandis que j'étais relégué à l'arrière-plan, comme si on m'avait ajouté sur Photoshop par obligation.
Sur les cartes de vœux annuelles, j'étais toujours derrière Delphine, en second rôle, attendant que la vedette perde sa voix. Sur celle de 2012, on ne voit que la moitié de mon visage parce que le photographe s'était concentré sur la capture de son meilleur angle. Quand j'ai gagné le championnat national de robotique en seconde, mes parents ne sont pas venus. Ils ont préféré aller au match de volley de Delphine. Elle n'a joué que 4 minutes cette saison-là, et pourtant, ils ont filmé chaque seconde comme si elle était aux Jeux Olympiques. J'ai reçu mon trophée dans un amphithéâtre vide, avec mon professeur de physique applaudissant timidement en arrière-plan. Je leur en ai parlé 3 jours plus tard quand ils ont vu le trophée dans ma chambre et m'ont demandé si c'était pour ce club d'informatique. Quand je leur ai expliqué, mon père a hoché la tête et m'a demandé si j'avais nettoyé la salle de bain cette semaine. La différence d'investissement était évidente. Quand Delphine ne comprenait pas l'algèbre de base, il lui payait des cours particuliers à 60 € de l'heure. J'ai appris le Python à 13 ans avec des livres de la bibliothèque et des vidéos YouTube sur notre connexion Internet lamentable. En terminale, je recevais des lettres d'admission des meilleures classes préparatoires. Polytechnique m'a offert une place grâce à un algorithme de cryptage que j'avais développé et qu'un blog technologique avait qualifié de révolutionnaire. Mes parents ont seulement dit que c'était bien, puis m'ont demandé si j'avais sorti les poubelles. Delphine a postulé à l'université Paris-Cité parce que ses amis y allaient et que les soirées étudiantes étaient épiques. Ce furent ses mots au dîner. Et mes parents ont acquiescé comme si elle venait d'annoncer qu'elle allait trouver un remède contre le cancer. Quand ma lettre d'admission à Polytechnique est arrivée, ma mère l'a à peine regardée. « C'est bien, mon fils », a-t-elle dit tout en continuant d'aider Delphine avec ses dossiers d'admission pour la fac. 2 mois plus tard, quand Delphine a été acceptée avec une bourse sportive pour le volley, ils ont organisé une fête avec traiteur dans le jardin. Il y avait plus de 50 personnes. En revanche, pour célébrer mon admission, mon père a fait des hamburgers sur le barbecue pour nous 4, comme d'habitude. Il m'a dit de ne pas trop m'emballer là-bas avec ces intellos, que la plupart abandonnaient avant la 2e année. Et ma mère a ajouté que je devais être réaliste, que je n'irais peut-être pas au bout du programme et que je devrais envisager un BTS comme plan B. Pendant ce temps, ils avaient déjà acheté des vêtements avec le logo de l'université, programmé des visites du campus et commencé une liste d'achats pour la chambre de Delphine, qui incluait une parure de lit à 300 €. Maman a passé 6 week-ends à chercher la lampe de bureau parfaite pour sa chambre. Le plus triste dans tout ça, c'est que ça ne me surprenait même plus. Je me sentais juste anesthésié, comme si je regardais un film. J'en étais arrivé à un point où cela ne m'affectait plus émotionnellement. La préférence de mes parents pour Delphine était si flagrante qu'elle en devenait presque intéressante d'un point de vue psychologique. Après avoir quitté Polytechnique, j'ai emménagé dans un petit studio à Paris, qui ressemblait plus à un placard avec une salle de bain. Je payais 1650 € par mois pour 25 mètres carrés qui sentaient les expériences culinaires ratées des anciens locataires et je devais supporter les disputes nocturnes des voisins à 3 h du matin. Malgré tout, j'avais une connexion internet rapide et c'était près du laboratoire où travaillait l'équipe du docteur Beaumont, alors j'ai accepté. L'endroit avait une douche qui n'offrait que 2 températures, brûlure au 3e degré ou congélation instantanée. La cuisine était si petite qu'on ne pouvait pas ouvrir le réfrigérateur et le placard en même temps. Je dormais sur un matelas par terre que j'avais acheté pour 35 € à un type qui avait sûrement commis un crime dessus. Mon seul véritable soutien à cette époque fut Théo, un étudiant en informatique qui avait abandonné l'université 1 an avant moi pour rejoindre une start-up. Il avait cette énergie débordante qui pouvait le mener au sommet ou lui valoir une ordonnance restrictive. Quand je lui ai parlé de mes projets, il ne m'a pas jugé, il a seulement demandé de quel équipement j'avais besoin et m'a aidé à sortir mes affaires de ma chambre. Le premier mois a été brutal. J'ai survécu à base de nouilles instantanées, de plats préparés au micro-ondes et de tellement de boissons énergisantes que je sentais que mon urine aurait pu éclairer une chambre noire. J'ai perdu plus de 6 kilos et j'ai certainement développé des carences en vitamines qui me coûteront cher plus tard. Au bout de 6 semaines, le plafond de la salle de bain a commencé à laisser fuir de l'eau rouillée chaque fois que mon voisin prenait sa douche. La réponse du propriétaire a été de me laisser un seau et une promesse aussi vide que n'importe quel discours électoral. J'ai placé mon équipement le plus cher dans le coin opposé de la pièce et j'ai accepté que la moisissure soit ma nouvelle colocataire. Je l'ai appelé Gustave. Gustave, la moisissure était plus constant que ma famille et beaucoup moins exigeant. Théo passait de temps en temps avec de la nourriture. Il me trouvait au même endroit que 12 heures auparavant, entouré d'emballages de barres protéinées et de tasses avec leurs propres écosystèmes. Dans l'une d'elles,
il y avait probablement plus de vie intelligente que dans mon projet d'intelligence artificielle. Un jour, il m'a demandé quand était la dernière fois que je m'étais douché, ajoutant que je sentais comme si j'étais mort depuis une semaine. Je lui ai répondu en demandant quel jour on était, sans décoller les yeux des écrans. Au cours d'une de ces sessions de 40 heures de programmation non-stop, j'ai eu l'hallucination que le clavier fondait et que les lettres grimpaient le long de mes bras. Théo m'a trouvé évanoui sur le bureau et m'a emmené directement sous la douche, tout habillé. Il a ouvert l'eau glacée et n'est parti que lorsque j'ai mangé quelque chose de décent. Il m'a lancé que je n'allais pas changer le monde de l'IA si je mourais, idiot. De plus, tu es à 2 doigts du scorbut. Si les marins du XVIIe siècle mangeaient mieux que toi, il est temps de reconsidérer ta vie. L'ironie était évidente. Je m'étais éloigné de ma famille pour prouver que je pouvais y arriver seul, et me voilà, complètement dépendant de Théo pour ne pas m'auto-détruire par négligence. Mais c'était différent. Théo ne le faisait pas par obligation, mais parce qu'il tenait à moi. Entre le manque de sommeil, la mauvaise alimentation et l'effort mental, j'ai perdu la notion du temps. Tout était un brouillard de caféine et de travail. Je dormais quelques heures, puis je me remettais à programmer jusqu'à ce que ma vue me lâche. Le docteur Beaumont a dû m'interdire l'accès au laboratoire entre 2 et 6 heures du matin après m'avoir trouvé endormi sous un bureau pour la 3e fois en une semaine. Il m'a dit, en me retirant les clés du laboratoire, que mon cerveau n'était pas un moteur de course, mais un coureur de marathon. Même Tesla dormait. J'ai répondu que Tesla était célibataire, parlait aux pigeons et était mort entouré d'eux. Ce n'est pas le modèle à suivre. Pourtant, le travail me passionnait. Pour la première fois, je sentais que je créais quelque chose qui pouvait faire la différence. Mon algorithme surpassait les modèles conventionnels de 32% dans les tests préliminaires. Je me sentais satisfait. 8 mois après avoir coupé les ponts, ma mère m'a appelé d'un nouveau numéro. L'espace d'un instant, j'ai cru qu'elle allait me parler en langage codé d'un paquet et d'un point de livraison. C'est Noël, Sébastien. La famille devrait être réunie. Elle utilisait ce ton de martyr qu'elle employait pour feindre le sacrifice. J'ai failli raccrocher, mais peut-être était-ce la quantité de caféine dans mon corps ou le fait que je parlais déjà à mon canard en caoutchouc. Quoi qu'il en soit, j'ai accepté d'y aller pour 2 jours. Ce fut une erreur comparable au lancement de l'assistant de Microsoft Office. Théo m'a conduit à l'aéroport. Préviens-moi quand tu arrives. Si tu ne réponds pas, je supposerai qu'ils t'ont enterré dans le jardin. C'est réconfortant, merci, lui ai-je répondu en prenant mon sac à dos. Sérieusement, ne les laisse pas t'atteindre. Tu fais quelque chose d'important. Le vol a été calme, à l'exception du type à côté de moi qui insistait pour me parler de crypto-monnaie. Je me suis concentré sur la notice de sécurité jusqu'à ce qu'il se lasse et mette ses écouteurs. En cas d'amérissage, le coussin du siège peut servir de flotteur. En cas de retour à la maison, même le coussin ne pouvait pas me sauver. Entrer dans la maison de mes parents, c'était comme remonter le temps. Tout était pareil, à l'exception du nombre exagéré de nouvelles photos de Delphine. C'était comme un musée dédié aux réussites médiocres de ma sœur. Les nouvelles acquisitions comprenaient des photos d'un événement du bureau des étudiants, d'elle avec son nouveau petit ami, une version générique d'un bel étudiant universitaire, et de ses activités scolaires. Ma mère m'a serré dans ses bras comme si elle jouait dans une pièce de théâtre. Mon père m'a donné une tape maladroite sur l'épaule, comme si j'étais un collègue de bureau à qui il n'avait jamais parlé. Maman a dit que j'avais perdu du poids, comme si c'était à la fois un reproche et une inquiétude. Delphine m'a regardé de haut en bas et a souri. Eh bien, tu as l'air épuisé. On dirait que le monde réel est plus dur que tu ne le pensais. Non, ma sœur avait perfectionné l'art de déguiser les critiques en marque d'inquiétude. Impossible de répondre sans passer pour l'aigri. Le dîner fut un chant de mine déguisé en repas de famille. Chaque sujet tournait autour de Delphine, son stage dans une société financière à la Défense où elle préparait essentiellement du café, son petit ami de bonne famille, ses projets d'obtenir son diplôme avec mention, bien qu'elle réussisse à peine ses cours de statistique. On m'a posé 2 questions. La première était de savoir quand je comptais retourner à l'université, avec ce ton de « quand vas-tu cesser de nous décevoir ?» La seconde était de savoir si mon appartement était sûr, comme si Paris était plus dangereux que les rues tranquilles de leur banlieue. Le comble fut quand maman a apporté un album photo. Pas n'importe lequel,
un volume en cuir personnalisé intitulé Le parcours de Delphine, retraçant tout son parcours universitaire. Des photos de sa semaine d'intégration, du premier gala avec son petit ami, de la visite de mes parents lors du week-end des parents. Il y avait aussi toute une section consacrée au volley, avec des images de matchs auxquels ils avaient assisté, les mêmes mois où je survivais avec des soupes instantanées et que je lançais ma recherche à partir de rien. Ils avaient conduit 6 heures juste pour voir Delphine s'asseoir sur un banc et applaudir de temps en temps, mais ils ne pouvaient même pas prendre la peine de savoir si j'étais littéralement en train de mourir de faim à Paris. Delphine a protesté que personne ne voulait voir tout ça, avec ce ton de fausse modestie qui ne cherchait en réalité qu'à recevoir des éloges. Elle était désespérée de les recevoir. Ne dis pas de bêtises, a répondu ma mère avec ce ton doux qui devenait toujours tranchant quand elle parlait de moi. Sébastien veut voir comment sa sœur s'en est sortie pendant son absence. Puis elle a achevé le tout avec une pique venimeuse. Certains d'entre nous décident de rester près de la maison au lieu de s'amuser avec des ordinateurs dans un appartement miteux. Delphine a ri sous cape. Je parie que les entreprises ne font pas la queue pour embaucher ceux qui abandonnent Polytechnique. Que font-ils même de leur journée? Ma mère lui a lancé un sourire fin. Chérie, tiens-toi bien. Ton frère fait de son mieux avec les compétences qu'il a. Je me suis levé sans un mot et je suis allé dans la chambre d'amis. J'ai commencé à faire mes valises. Ma mère est venue derrière moi. Que fais-tu? C'est le réveillon de Noël. Je m'en vais. Ne sois pas mélodramatique. Je partage juste quelques photos de famille. Des photos de famille d'une seule personne, ai-je répliqué en fermant ma valise. Ce n'est pas juste. C'est toi qui t'es éloigné. Que suis-je censé faire? Prétendre que je n'ai aucun souvenir de la vie de Delphine? Je suis sorti sans répondre. Mon père était déjà dans le couloir, les bras croisés, bloquant légèrement le passage, comme s'il était le garde de sécurité d'un club exclusif où on ne me laissait pas entrer. Il a dit d'un ton de reproche que j'allais encore fuir. Ce n'est pas fuir, ai-je corrigé, c'est avancer. Ta mère a fait beaucoup d'efforts pour préparer ces fêtes. Le moins que tu puisses faire est de rester jusqu'au matin de Noël. Le moins que je puisse faire. Quelle phrase intéressante. Le moins qu'ils auraient pu faire, c'était de reconnaître mon existence de manière significative à un moment ou à un autre au cours des 20 dernières années. Mais bien sûr, ce soir-là, nous manquions tous à nos attentes respectives. J'ai appelé un Uber depuis le jardin. Il faisait -1 degré Celsius et il commençait à neiger, mais le froid était préférable à 1 minute de plus dans cette maison. L'oncle Jacques est sorti avec mon manteau à la main. Ce sont des imbéciles, a-t-il dit sans détour en me le tendant. Continue comme ça, mon grand. Il a toujours été le seul à avoir du bon sens dans la famille. Il avait fait fortune dans l'immobilier et ne s'était jamais marié. C'est pourquoi il était à la fois la référence économique et l'énigme familiale. Mes parents alternaient entre lui demander des conseils d'investissement et lui reprocher de ne pas se ranger. Je lui ai dit merci d'être le seul saint d'esprit dans cette famille. Moi, saint d'esprit? A-t-il répondu avec un sourire en coin. J'ai juste appris à repérer les bêtises de loin. Delphine sera toujours l'étoile dorée. Mais c'est toi le vrai talent. Un jour, ils le verront. Je ne le croyais pas, mais j'ai apprécié ses paroles. Le Uber est arrivé et je suis parti sans me retourner. Alors que la voiture s'éloignait, j'ai vu ma mère debout sur le pas de la porte, une main sur la poitrine, dans sa pose étudiée de souffrance maternelle. On aurait dit qu'elle était prête pour une carte de vœux. En mai, tout avait changé. Ma recherche a été évaluée par des pairs et validée. Harvard m'a offert un poste avec un vrai salaire, pas juste de quoi survivre, mais un revenu décent qui me permettait de vivre comme un adulte fonctionnel. Le travail de consultant que je faisais en parallèle s'est transformé en une carrière légitime avec des revenus sérieux. J'ai troqué mon vieux matelas contre un futon décent. J'ai commencé à inclure des légumes dans mon alimentation et j'avais même 2 serviettes de bain. Pas par luxe, mais parce que je pouvais enfin me permettre l'essentiel sans que cela ressemble à un excès. Le docteur Beaumont, directeur de l'équipe de recherche qui m'avait embauché, a commencé à me présenter dans les réunions comme le docteur Sébastien. Je lui ai dit que je n'avais pas de doctorat officiel, mais il a simplement ignoré ma remarque. Ce que vous avez construit parle de lui-même. Personne ne vous le contestera. C'était la première fois de ma vie que quelqu'un me donnait plus de crédit que je n'en méritais, au lieu de moins.
C'était une sensation étrange, comme de porter des vêtements qui n'étaient pas les miens. L'algorithme que nous avions développé a attiré beaucoup d'attention. 3 entreprises technologiques ont fait des offres d'achat et même le ministère des Armées s'est intéressé à ces applications. Beaumont a dit que mon approche de l'architecture des réseaux neuronaux était un changement de paradigme. Et bien qu'au début j'ai pensé qu'il exagérait, les données ne mentaient pas. Nous ne perfectionnions pas l'existant. Nous créions quelque chose de nouveau à partir de la base. Ma vie restait simple. Je travaillais beaucoup, oui, mais maintenant j'avais une direction et de la reconnaissance. Et pour la première fois, je me sentais compris par des gens qui valorisaient vraiment ce que je faisais. J'ai déménagé dans un appartement un peu mieux. La douche avait 3 températures, froide, chaude et brûlante, et les fenêtres ne donnaient pas sur un mur de briques. Dans la cuisine, on pouvait ouvrir le frigo sans heurter la cuisinière. C'était le luxe à l'état pur. La start-up de Théo a également décollé. Il a troqué sa vieille Clio contre une Tesla qu'il pouvait à peine se payer, mais qu'il adorait exhiber. Il appelait notre évolution des nouilles instantanées à la demi-mesure. Il arrivait chez moi dans sa voiture absurde, avec des vêtements qui avaient encore leurs étiquettes, parce qu'il ne s'habituait pas encore à l'argent. Il me disait que je pourrais vivre dans un endroit bien meilleur en regardant mon modeste appartement. Je préférais investir, répondais-je. Les intérêts composés me procurent plus de satisfaction que des comptoirs en granit. La vérité, c'est que j'économisais chaque centime, non pas parce que j'avais des plans spécifiques, mais parce qu'avoir une sécurité financière était pour moi la façon la plus catégorique de dire « je n'ai pas besoin de vous ». Chaque euro investi était une affirmation d'indépendance, le fait de ne pas avoir à demander de l'aide à ceux qui avaient déjà prouvé qu'ils ne la donneraient pas. Et puis, l'enveloppe dorée est arrivée. On aurait dit une bombe élégante, papier épais, seau de cire au dos, plus digne d'une série d'époque que de la vie réelle. À l'intérieur, une invitation écrite avec une calligraphie impeccable, vous êtes cordialement invité à la cérémonie de remise de diplôme de Delphine à l'université Paris-Cité. Aucune note personnelle, juste l'écriture de ma mère sur l'enveloppe et l'invitation formelle à l'intérieur. C'était le reflet parfait de notre relation familiale, pure apparence, sans contenu, un joli cadeau à l'extérieur, vide à l'intérieur. J'ai failli la jeter, mais quelque chose m'a retenu. Il était peut-être temps de me présenter tel que j'étais, non pas comme l'échec qu'ils imaginaient, mais comme l'homme que j'étais devenu. Ou peut-être que je voulais juste voir leur visage quand ils réaliseraient que je n'avais pas fini dans un fossé. Théo a pensé que j'étais fou. Ces gens te pompent ton énergie. Pourquoi y retourner? C'est comme se porter volontaire pour une torture psychologique. Parce que je ne me cache plus, lui ai-je dit. Et peut-être que je veux voir leur tête quand ils découvriront que le fils qu'ils avaient considéré comme perdu est maintenant le docteur Sébastien. C'est la chose la plus saine ou la plus malsaine que je t'ai jamais entendu dire. Je ne sais pas laquelle, mais j'irai quand même, ai-je répondu. Le jour de la fête de remise de diplôme de Delphine, je me suis habillé d'une simple chemise bleue et d'un pantalon habillé. Je n'allais impressionner personne. Pas de logo de Harvard, pas de signe visible de succès, juste moi. Ce que je voulais, c'est qu'il me voie moi, pas mon CV. Mais Théo a insisté pour me conduire. Préviens-moi si tu as besoin que je vienne te sauver, m'a-t-il dit en me déposant. Je serai à 10 minutes, à faire semblant de faire des courses chez Monoprix comme si j'avais besoin de plus de cochonneries pour mon appartement. La Tesla n'est pas passée inaperçue en entrant dans la rue de banlieue où vivaient mes parents. À un autre moment, j'aurais peut-être trouvé le contraste amusant, arrivé à l'événement de ma sœur dans une voiture qui coûtait plus cher que toute sa carrière universitaire. Mais pas ce jour-là. La maison de mes parents était exactement la même. Briques blanches, jardin impeccable, le drapeau français à l'entrée, comme s'ils essayaient de figurer dans une publicité pour un prêt immobilier. La seule différence était le nombre de voitures garées à l'extérieur, des SUV de luxe, des berlines pratiques, tout appartenant à la famille, aux amis et aux connaissances. Le jardin arrière avait été transformé en un décor de catalogue, guirlandes lumineuses, stand de nourriture servi par un traiteur et une énorme bannière disant « Félicitations à la diplômée » suspendue au-dessus d'une galerie de photos professionnelles de Delphine en toge et mortier. Delphine était au centre de tout, dans une robe blanche de créateur, entourée d'amis qui semblaient avoir été clonés, toutes avec la même teinture de cheveux, le maquillage soigneusement appliqué, les mêmes poses étudiées pour l'inévitable séance photo pour les réseaux sociaux. Elle ressemblait à des personnages de fond dans un jeu vidéo, interchangeables et vides.
Ma mère jouait les hôtesses dans son tailleur en tweed de marque, symbole parfait de la classe moyenne aisée. Mon père était au bar improvisé, vêtu de ses vêtements de golf, et le reste des invités, dont beaucoup me reconnaissaient à peine, dissimulaient leur étonnement devant la mise en scène. Il y avait un stand de découpe de viande, un bar à fruits de mer et même un barista professionnel préparant des cafés personnalisés. Tout l'événement a dû coûter plus que ce que j'ai dans mon fonds d'urgence. Pendant 1 heure, j'ai observé tout cela depuis une table à l'écart. Les sourires forcés allaient et venaient avec des questions soigneusement formulées. Et toi, que deviens-tu? Tu vas finir tes études un jour? Tu es toujours à Paris? Ça doit être très cher de vivre là-bas. Je répondais de manière évasive tout en les voyant me cataloguer mentalement comme l'échec de la famille. Une tante parlait de mon travail comme s'il s'agissait d'un passe-temps d'adolescent, quelque chose comme construire des trains miniatures dans une cave. L'oncle Roland m'a demandé d'un ton condescendant si j'étais toujours dans mes trucs de code. Puis, ma mère a fait teinter son verre pour attirer l'attention, l'annonce classique qu'une dose obligatoire de fierté familiale allait suivre. Aujourd'hui, nous célébrons Delphine, dont nous sommes très fiers, a-t-elle dit d'une voix projetée. Boursière, diplômée avec mention, et prochainement employée chez Morgan Stanley à la Défense. C'est ce qui arrive quand on s'engage dans l'excellence et qu'on termine ce qu'on a commencé. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux. Bien sûr, tout le monde ne suit pas un chemin aussi clair. Certains dévient et d'autres n'arrivent tout simplement à aucune destination. Elle a souri avec malice. Toi, tu as abandonné. Peut-être que tu arriveras à décrocher un poste d'agent de sécurité dans un centre commercial. On dit qu'ils cherchent des gens incapables de finir les choses. Les applaudissements et les rires n'ont pas tardé. Delphine souriait comme si on venait de lui remettre un prix. Je suis resté immobile. Je n'étais pas surpris. Je savais que ce coup bas arriverait. Je devais juste tenir quelques minutes de plus. À cet instant, mon téléphone a vibré. C'était un message du docteur Beaumont. La voiture est en route. Conférence dans 2 heures. Prêt? J'ai répondu sans réfléchir, oui. La synchronisation était si parfaite qu'on aurait dit une scène de film. Si je croyais au divin, je dirais que l'univers avait un excellent sens du spectacle. 3 minutes plus tard, une berline noire s'est arrêtée devant la maison. Pas n'importe laquelle, une Mercedes classe S. Le chauffeur, vêtu d'un costume gris foncé qui coûtait probablement plus cher que toute la garde-robe de mes parents, a traversé le jardin d'un pas ferme, sans hésitation. Les conversations se sont arrêtées, toutes les têtes se sont tournées, la musique s'est estompée dans l'atmosphère. C'était comme une scène écrite pour le cinéma. Le chauffeur est arrivé à ma table et a dit d'une voix claire, « Docteur Sébastien ». J'ai répondu oui, sans élever la voix. L'université d'Harvard m'envoie. On a besoin de vous pour une conférence de presse sur les avancées en intelligence artificielle. Elle commence dans 2 heures. Je sentis les regards se planter sur moi. Le silence était si épais que je pouvais entendre les pensées essayer de rassembler les pièces du puzzle. Docteur Sébastien. Harvard. Une conférence urgente. Je suis prêt, ai-je dit en me tournant vers ma mère. Son visage était blême, son verre suspendu en l'air. Delphine se tenait toujours à ses côtés, la bouche entr'ouverte dans une expression peu flatteuse. Mon père serrait la mâchoire comme lorsqu'il ne savait pas s'il devait montrer de la surprise ou de l'indignation. Je n'ai pas souri, je n'ai fait aucun geste, j'ai simplement hoché la tête et me suis dirigé vers la voiture. Rien ne dit j'ai dépassé tes attentes comme se faire récupérer par une voiture de luxe en pleine fête qui n'est pas la tienne. Depuis le siège arrière, j'ai vu l'oncle Jacques lever son verre vers moi en silence. La conférence de presse portait sur une avancée dans l'architecture des réseaux neuronaux et son impact sur la sécurité des données, quelque chose qui aurait pu être reprogrammé. Mais Beaumont savait ce qu'il faisait. Il avait organisé le service de voitures de luxe comme une manière élégante de lancer son propre message à ma famille. La science a aussi besoin d'un peu de théâtre, m'avait-il dit en apprenant pour la fête, surtout avec ceux qui ne comprennent pas la science. Mais ce n'était pas tout. Ce soir-là, de retour à l'hôtel, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'est ta cousine Mélanie. L'oncle Jacques m'a donné ton numéro. J'ai besoin de te parler. C'est important. Je peux t'appeler? Par curiosité, j'ai accepté. Mélanie avait toujours été neutre dans les affaires de famille.
Nous n'étions pas proches, mais elle n'avait jamais été hostile. Ce qu'elle m'a raconté était meilleur que n'importe quelle vengeance que j'aurais pu imaginer. Cette fête était une imposture, a-t-elle dit sans détour. Delphine a raté 3 matières ce semestre. Il lui reste encore 2 semestres pour finir son diplôme. Tu es sérieux? Absolument. Ta mère a organisé tout ça parce que les filles de ses amis obtiennent leur diplôme à temps et elle ne voulait pas être en reste. Je travaille au service de la scolarité de l'université. Delphine est en probation académique. Le poste qu'elle a obtenu chez Morgan Stanley dépend de l'obtention de son diplôme, ce qui n'arrivera pas de sitôt. Dès qu'ils l'apprendront, ils lui retireront l'offre. Tes parents ont déjà demandé une 2e hypothèque pour couvrir ses cours supplémentaires et organiser cette fête. L'agence d'assurance de papa a chuté de 40% cette année. L'ironie était presque poétique. Ma sœur, la prétendue fille exemplaire, avait fait semblant tout ce temps, et mes parents, au lieu d'affronter la vérité, avaient organisé une fausse fête de remise de diplôme avec photographe professionnel, traiteur et tout le tralala, juste pour sauver les apparences. Je lui ai demandé depuis quand il le savait, en essayant de digérer cette information. Tes parents, depuis au moins 2 mois. Delphine a reçu la notification juste après les vacances de printemps. Ta mère a appelé personnellement le service de la scolarité pour demander s'il pouvait faire une exception. Elle a même essayé de faire un don au département des sports pour corriger les notes. C'est presque devenu un scandale. C'était si pathétique que ça ne m'a même pas surpris. Toute la dynamique familiale reposait sur les apparences. Le prétendu vendeur d'assurance à succès qui, en réalité, se noyait dans les dettes, la fille parfaite qui était en fait au bord de l'échec scolaire, et le fils décevant qui, lui, révolutionnait son domaine. Je l'ai remercié de me l'avoir dit. Tu le méritais. Ah, et le coup de la voiture aujourd'hui, légendaire. Tante Karen m'a encore appelé pour me demander s'il était vrai que tu travaillais à Harvard. J'ai éclaté d'un rire que j'ai senti authentique pour la première fois depuis des années. Laisse-la dans le doute, ai-je dit. Le lendemain matin, j'ai reçu un courriel de ma mère. Objet, très fier de toi. Le corps du message était bref. Cher fils, nous n'avions aucune idée que tu faisais un travail aussi important. Ton père et moi adorerions que tu nous en dises plus. De plus, les choses ont été un peu difficiles dernièrement avec les frais de scolarité de Delphine et les dépenses de la fête. Si tu étais en mesure d'aider la famille, nous t'en serions très reconnaissants. Avec amour, maman. Pas une seule excuse, juste une demande d'argent. Maintenant qu'il savait que j'avais réussi, l'effronterie était impressionnante. J'ai attendu 2 jours avant de la rappeler. Assez longtemps pour qu'elle croie que j'envisageais sa demande. Assez longtemps pour qu'elle commence à planifier comment elle dépenserait mon argent. Sébastien, je suis si contente que tu aies appelé. Nous sommes très fiers d'eux. Je l'ai interrompu. Arrête ça, maman. Je suis au courant pour Delphine. Un silence. De ceux qui pèsent. Quelle chose à propos de Delphine, a-t-elle répondu avec ce ton froid qu'elle utilisait quand elle sentait que son image était menacée. Je sais qu'elle a raté ses examens. Je sais qu'elle ne va pas obtenir son diplôme. Je sais que la fête était une imposture. Un autre silence. Qui t'a dit ça? C'est Jacques. Il a toujours été jaloux d'eux. Peu importe qui me l'a dit. Ce qui compte, c'est que vous continuez vos mêmes jeux, que vous continuez à vendre de fausses histoires et que maintenant, vous voulez que je finance ce mensonge. Elle a rétorqué que ce n'était pas juste, qu'ils avaient toujours soutenu leurs enfants. J'ai éclaté de rire. Le niveau d'absurdité était trop élevé. Soutenu? Vous avez organisé une fausse fête de remise de diplôme pour Delphine qui a coûté plus cher que mon loyer annuel, pendant que je vivais de nouilles instantanées parce que vous n'avez pas voulu m'aider avec la caution de mon appartement. Nous t'aurions aidé si tu étais resté à l'école. Tu as choisi de partir. Et maintenant, j'ai un poste à Harvard pendant que Delphine est en probation académique. C'est curieux, n'est-ce pas? Je l'entendais grincer des dents. Elle était sûrement plus préoccupée par ce que diraient ses amis du club de tennis que par la réalité. Elle devrait inventer une excuse pour expliquer pourquoi Delphine ne commencerait pas chez Morgan Stanley à l'automne. Toute son identité tournait autour du fait d'avoir une fille parfaite avec une vie parfaite. La vérité ne cadrait pas avec le conte de fées qu'elle avait construit pendant 20 ans.
Alors tu ne vas pas aider ta famille après tout ce que nous avons fait pour toi? Qu'avez-vous fait exactement pour moi, maman? Dis-moi une seule chose au cours des 5 dernières années. Le silence a tout dit. Elle devait probablement passer en revue mentalement une liste de sacrifices imaginaires en essayant d'en trouver un qui paraisse crédible. Ne me contacte plus jamais. Ni pour de l'argent, ni pour des fêtes, ni pour rien. C'est fini. J'ai raccroché et bloqué son nouveau numéro. 30 secondes plus tard, un message est arrivé du portable de mon père. Je ne l'ai même pas ouvert, je l'ai bloqué aussi. Ce n'était pas une discussion, c'était une rupture définitive. Le même jour, l'oncle Jacques m'a écrit, on m'a dit que tu avais fait sauter les ponts. Il était temps. La prochaine tournée est pour moi. Puis Théo a écrit, leur as-tu envoyé la somme pour les frais de scolarité d'urgence de Delphine par virement instantané? J'ai répondu, j'ai dit à l'application de lui offrir un diplôme pour ça. Théo, ah, c'est mon gars. Je ne suis plus jamais allé aux réunions de famille. Je n'ai pas répondu aux messages soudains de cousins et de tantes qui m'ignoraient auparavant. Mon succès n'était pas un trophée qu'ils pouvaient s'approprier, et leurs échecs n'étaient pas ma responsabilité. Les invitations ont continué à arriver pendant un certain temps. Fêtes, célébrations, dîners, tout ont fini à la poubelle. Les messages de Delphine ont commencé par des reproches, sont devenus manipulateurs, puis se sont éteints. Elle avait vécu toute sa vie en étant la préférée. Elle ne savait pas comment exister dans un monde où cela ne fonctionnait plus. La meilleure partie, 6 mois plus tard, Théo et moi avons vendu notre premier brevet d'algorithme. Le chèque avait tellement de zéros que j'ai dû le lire 3 fois. Je n'ai acheté que 2 choses pour célébrer, une machine à café haut de gamme et un billet d'avion pour que l'oncle Jacques vienne à Paris. Le reste est parti en investissement. 2 ans plus tard, ces investissements avaient quadruplé. J'ai acheté un bel appartement haussmannien à Paris, payé comptant, pendant que mes parents continuaient à refinancer leur pavillon encore et encore pour couvrir les tentatives ratées de Delphine de finir l'université. Pendant ce temps, mon algorithme était sous licence auprès de 3 entreprises, chacune me payant plus que ce que mon père gagnait en 5 ans en vendant des assurances. Parfois, la plus grande victoire n'est pas de prouver aux autres qu'ils avaient tort, mais de vivre sa vie tellement à sa manière que ce qu'ils pensent n'a plus aucun poids. Et de temps en temps, c'est de voir comment le destin fait son travail en temps réel. Je travaille toujours trop, je l'admets. Je passe encore plus de temps devant un moniteur qu'à converser avec d'autres personnes, mais cette fois, c'est différent. Je ne le fais plus pour fuir ou pour prouver quelque chose à qui que ce soit. Je le fais parce que, pour la première fois de ma vie, je construis quelque chose qui m'appartient vraiment. Aujourd'hui, quand je me lève et que j'ouvre mon ordinateur portable, je ne ressens pas le poids de devoir plaire à quelqu'un. Je travaille avec des gens qui me respectent pour ce que j'apporte, pas pour le nom de famille que je porte ou pour les apparences familiales. Mes réussites ne sont plus une tentative d'obtenir de la reconnaissance, mais un choix conscient d'avancer sans traîner de vieux fardeaux. Parfois, la vie ne vous donne pas d'explication, mais elle vous offre des opportunités de prendre de la distance et de recommencer. J'ai saisi la mienne et, bien que je n'ai pas eu de conclusion avec ma famille, j'ai trouvé quelque chose de mieux, une vie qui a du sens, sans applaudissements fins ni affection conditionnelle. Peut-être qu'ils ne sauront jamais tout ce que j'ai accompli. Ou peut-être que si, mais d'ici là, cela n'aura plus d'importance. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.